Alors, voyons comment l'esclave, écrit Aristote dans le livre 1 des Politiques, voyons comment l'esclave est, par la nature de ses services, partie essentielle de la famille. Développons aussi la théorie de l'esclavage. Peut-être y a-t-il sur cette matière quelque chose de mieux à dire que ce qu'on en a écrit jusqu'à présent. En effet, les uns prétendent que les pouvoirs du maître, du père de famille, du magistrat et du monarque sont tous de même nature. Nous avons déjà parlé de cette opinion au commencement de cet ouvrage. D'autres soutiennent que le pouvoir du maître sur l'esclave est contre la nature. La loi, disent-ils, établit seule la différence entre l'homme libre et l'esclave. Or, la nature fait les hommes égaux. Donc, l'esclavage est une injustice, attendu qu'il est le résultat de la violence. Le bien est un élément essentiel de la famille, donc le moyen d'acquérir ce bien est aussi partie de la famille, car il faut avoir le nécessaire pour vivre, et surtout pour vivre commodément. Voyez les arts dont l'objet est déterminé. N'ont-ils pas tous besoin d'outils particuliers pour la perfection de leur œuvre? Or, ceci s'applique également à l'économie domestique. Actuellement, il y a deux sortes d'outils. Les uns sont vivants et les autres inanimés. Ainsi, un pilote a un outil inanimé, qui est le gouvernail, et un outil animé, qui est le timonier, donc celui qui tient la barre, parce que l'ouvrier est, dans les arts, un véritable instrument. De même, le bien est un instrument essentiel à l'existence. Posséder ce bien, c'est avoir dans sa main les instruments nécessaires pour arriver à ce but. Or, qu'est-ce qu'un esclave? C'est un instrument animé dont on est propriétaire. L'esclave n'est par sa nature qu'un instrument plus parfait et susceptible de manier d'autres instruments. Ainsi, les statues de Dédale avaient un principe d'action. Les trépieds de Vulcain, dit Homère, accouraient d'eux-mêmes au divin combat. Si un outil pouvait pressentir l'ordre de l'artiste et l'exécuter, si la navette courait d'elle-même sur la trame, si le plectrum, qui est l'ancêtre du vibrator, tirait spontanément des sons de la cithare, l'art n'aurait pas besoin d'ouvriers, ni le maître d'esclaves. Alors, que nous dit Aristote? Aristote commence par poser le cadre du problème de l'esclavage. Et la manière dont il pose ce cadre est en soi très intéressante. Pourquoi? Parce que Aristote est partisan de l'esclavage. Il va défendre la nécessité de l'esclavage. Mais il va commencer par affirmer que que certains penseurs de son époque, s'opposent à l'esclavage en disant que l'esclavage est contre la nature. Quel est l'argument qu'emploie Aristote? La nature a fait les hommes égaux. Or, l'esclavage les rend inégaux. Et par conséquent, l'esclavage est contre nature. L'esclavage, parce qu'il contrevient à l'égalité naturelle, est contre nature. Et donc injuste. Oui. Il défend l'idée de l'esclavage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va montrer, il va dire que certains penseurs s'opposent à sa thèse. C'est ce que fait souvent Aristote. Aristote commence par dire, voilà, il y en a d'autres qui ne pensent pas comme moi, et qui s'opposent à ma thèse. Et il va montrer l'argument de ceux qui s'opposent à sa thèse, qui est un argument qui va en fait être celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Au moment de toutes les abolitions de l'esclavage, on va dire les hommes sont nés libres et égaux en droit. L'esclavage est une rupture de ce principe d'égalité, donc l'esclavage est contre nature.
Donc l'esclavage est injuste. Au fond, Aristote formule l'argument de ceux qui vont vouloir abolir l'esclavage pour diverses raisons, mais cet argument sera toujours une variation en fait de celui-là. Mais donc, malgré tout, Aristote va défendre l'esclavage. Pourquoi? Parce que la famille, dit Aristote, est une communauté naturelle. Et c'est même la communauté la plus naturelle qui soit. Dans le cadre de la famille, on a affaire à une association qui est purement biologique, purement naturelle. Et dans la famille, dit Aristote, les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit. Il y a, dit Aristote, des formes de domination qui sont naturelles. Typiquement, celle des parents sur les enfants. Et donc, dit Aristote, on est bien obligé de penser une inégalité naturelle au sein de la famille. C'est une inégalité qui est fondée en nature, et on pourrait se dire que c'est une inégalité qui est vieille comme le décalogue, comme les 10 commandements. Hein. Tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont donné la vie. Et donc il y a une sorte de sujétion des enfants à leurs parents, une sorte de soumission des enfants à leurs parents qui est de l'ordre de la nature. Alors, ce que dit Aristote, c'est que la domination du maître sur l'esclave n'est pourtant pas celle du père sur le fils, enfin des parents sur les enfants. Pourquoi? Il y a un lien de famille, mais pas seulement. C'est qu'il y a une fonction économique de l'esclave, alors qu'il n'y a pas de fonction économique. Les enfants ne servent à rien, hein, économiquement, sauf, évidemment, qui va dire que les enfants servent à quelque chose, économiquement? Pour qui? Pour quelle classe sociale? C'est un philosophe allemand du 19e siècle, alors là je vous tends une grande perche quand même, qui va dire, pour une certaine classe sociale, les enfants sont considérés comme une richesse économique. Oui, Marx, le prolétariat. Prolès, ça veut dire les gosses, ça veut dire les enfants. Et le prolétaire, c'est celui qui va vivre du travail de ses enfants. Okay, c'est pour ça qu'il en fait beaucoup. Hein? Nathan? Un truc? Johan? Non? Mathias, excusez-moi. Nathan, il est là-bas d'habitude. C'est la rentrée, il faut que je me réhabitue. Donc, ce que dit Marx, ce que dit Aristote, c'est que contrairement à l'enfant qui économiquement ne rapporte rien à la famille, ou en tout cas ne doit rien rapporter à la famille, parce que l'enfant n'est pas là pour ça, l'esclave est là pour ça. L'esclave est là pour faire vivre la famille, pour enrichir la famille. C'est la finalité de l'esclavage. Donc c'est ce qui explique pour Aristote la domination naturelle du maître sur l'esclave. Parce que faire travailler des enfants pour sa propre survie
n'est pas naturel. Il est naturel qu'on fasse travailler quelqu'un d'autre. Quelle est la définition qu'Aristote donne de manière célèbre de l'esclave? Et en fait, on va retrouver ça dans tous les codes, si vous voulez, qui encadrent la pratique de l'esclavage de l'Antiquité aux plantations américaines ou dans les Caraïbes, dans les Antilles, etc., etc. L'esclave est un instrument animé dont on est propriétaire. Merci. Ouais. L'esclave est un instrument, je cite, l'esclave est un instrument animé. Il faut émarger aussi. Ouais. Merci. Un instrument animé dont on est propriétaire. Alors, plusieurs remarques. Premièrement, l'esclave n'existe pas aux yeux d'Aristote en tant que personne humaine. Ça, c'est évident. Et deuxièmement, on peut se demander si le salarié, aujourd'hui, n'est pas un instrument animé dont on est locataire, dont le patron est locataire. Autrement dit, est-ce qu'on a véritablement changé de régime? Ah ouais. Est-ce qu'on a véritablement changé la nature du travail en changeant simplement de régime de propriété du travail? Je reviendrai là-dessus demain. Merci beaucoup. Ouais.